Bonjour, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 19 mai 2021. Alors aujourd'hui, je vous parle de ceci. Renaud Camus, Âmes qui vivent. Il faut une certaine audace aujourd'hui pour parler de Renaud Camus vu le nombre et la férocité de ses adversaires sur le plan idéologique, sur le plan politique. Je vais, je vais éluder cette question du politique. Pas tant que j'ai un avis, pas tant que je n'ai pas d'avis sur la question. Mais comment j'en suis venu à me procurer ici, je le vous remonte à l'écran, Âmes qui vivent, titre magnifique, il faut quand même bien le dire. Titre qui est en phase avec ce journal 2020. C'est qu'est-ce qui s'est passé en 2020. Hein? Je vous laisse deviner. Un virus. Un virus qui a tout emporté, a emporté beaucoup de choses. Et si j'en suis la logique camusienne, aura donné également un coup d'accélérateur sur, sur les choses auxquelles tient énormément Renaud Camus. Alors, je suis rendu à peu près à la moitié de l'ouvrage. Alors, je vous livre mes premières impressions en éludant la question politique. Alors, vous me direz, oui, mais on ne peut pas séparer le politique du littéraire. C'est vrai, surtout en France où les deux, je vous dirais, sont caractéristiques d'une certaine passion française, où même les écrivains engagés qu'on connaît, inutile de les mentionner, vont être en opposition avec des écrivains qui, eux, prônent le désengagement. Mais le désengagement, c'est encore une manière de s'engager. C'est une manière de se mettre un peu au-dessus de la mêlée ou encore de se réclamer d'une certaine nature humaine, ce par quoi j'ai pas mal de difficultés, je dois avouer. Parce que quand on entend, je préfère beaucoup lui substituer le terme d'espèce ou encore le genre humain. Il me semble que le genre humain, le meilleur et le pire et le très ordinaire cohabitent dans dans une seule espèce. Mais par contre, quand on parle de nature humaine, on entend tout de suite ce qu'il y a de plus sombre, de pire chez cette nature humaine, étant entendu que la nature humaine, elle est par essence mauvaise. Vous vous doutez bien que je n'accepte pas cette vision des choses car je la trouve trop commode. Et les exemples, peut-être pas si nombreux, abondent pour nous montrer des êtres humains qui ont su se dépasser, qui ont donné leur vie pour autrui, qui ont fait preuve de courage, qui ont fait preuve d'héroïsme, qui ont poussé le don de soi jusqu'au sacrifice. Alors, ça serait une manière inconvenante de les ramener sur le podium des êtres qui ont commis des atrocités. Je ne pense pas qu'on puisse mettre le prêtre polonais Kolbe, par exemple, qui a préféré se sacrifier qui a préféré se sacrifier lorsque mis dans un camp de concentration et les nazis s'apprêtaient à, à exécuter les membres d'une famille. Il s'est de rechef proposé de, d'être exécuté avant eux. On ne peut pas, Maximilien Kolbe, on ne peut pas dire que Maximilien Kolbe est sur le même plan que Hermann Göring, par exemple. Et peut-être c'est un tout petit nombre, quant à moi, je pense en tout cas, qui fait de telle sorte que notre monde ne, ne, ne sombre pas tout à fait corps et âme, corps et bien. Un petit nombre qui, jour après jour, maintient la ligne de flottaison pendant que, comme le disait Claudel, je le paraphrase,
le mal fait monter le niveau d'eau. Le mal fait monter le niveau d'eau. Et pendant ce temps-là, d'autres gens, eux, des millions, des centaines de millions, voire peut-être même des milliards d'êtres humains, empêchent la destruction de notre humanité. Alors, qu'est-ce qui m'a plu? On va rester sur le... Qu'est-ce qui me plaît? Parce que, bon, je vous disais, je suis rendu à la moitié. D'abord, la qualité d'écriture. Alors, quand il fait l'apologie du passé composé. Quand il juge que la langue française appartient à la biodiversité, qu'un écologiste chevronné ou un écologiste conséquent, eh bien, ne voudra pas que sauver des espèces animales ou végétales. Aura en tête aussi de préserver la diversité du genre humain et de ce qui la caractérise le plus, c'est-à-dire le langage, la langue, autrement dit. Et il se fait donc l'apologue de certaines, comment dirais-je donc, d'une certaine manière de s'exprimer. Alors il relève tout au long de ce journal, à moitié parcouru, que de plus en plus, il s'exprime lui-même dans une langue qui est inaudible pour ses interlocuteurs. Alors ceci, ça me plaît. Et ça me fait penser aux mots de Jean Paulhan qui se qualifiait et qui nous qualifiait par le fait même, nous les amoureux des lettres, comme des mainteneurs. Alors il y a des choses qu'on doit maintenir. Et c'est notre rôle que de les maintenir. Alors, il nous donne cet exemple-là. Les écologistes doivent aussi protéger les divers peuples menacés par ce qu'il appelle, lui, le grand remplacement. Alors, il juge que la France, elle est occupée. Elle est occupée par des forces religieuses hostiles qui, à coups de massacres nombreux, réussissent à imposer d'une certaine manière leur visée. Et pour lui, la lâcheté des dirigeants européens ne fait aucun doute. Il égratigne au passage, dans les premières pages, Justin Trudeau. Alors, qu'est-ce qui me plaît? On va rester avec ce qui me plaît. Alors, il visite des châteaux à l'abandon, des châteaux qui ne passent pas le test des générations, car pour lui, le véritable élitisme est héréditaire. Alors on comprend bien également que l'aristocratie financière, là, je ne suis pas sûr qu'il apprécierait ça, mais l'aristocratie financière veut ça aussi, veut établir une nouvelle monarchie, non pas fondée sur certaines valeurs éternelles, mais fondée sur l'argent. Alors il nous raconte aussi ses soucis d'argent, ses sempiternels soucis d'argent. Il remercie au passage son compagnon de le soutenir dans sa démarche d'écrivain. Alors il visite des musées, il visite des expositions. Alors il les juge parfois correctement et parfois il est courroucé par ce qui lui apparaît comme de la paresse intellectuelle, ou un manque de sensibilité, ou une certaine récupération par le politiquement correct. Il se promène par les routes de France aussi et constate la perte de certains lieux patrimoniaux mis à mal par des installations criardes américaines, va sans dire, parce que nous sommes
tous devenus maintenant des colonisés de l'Empire américain. Tous. Il n'y a pas un pays en Occident qui n'est pas colonisé. Alors, et je dirais même, certains pays d'Europe sont pris en tenaille entre la montée irrationnelle et militante et active du religieux, de même que l'incessante colonisation des esprits par les GAFA. Alors, vraiment, alors aussi, il décrit, donc je vais vous lire un passage où il parle des éoliennes qui envahissent partout l'espace. Et pour lui, c'est une abomination. Alors, qu'est-ce que j'ai retrouvé qui m'a plu? Évidemment, j'apprécie beaucoup son côté râleur, son côté mécontent. Il y a quelque chose là-dedans que je juge de très... Et il ne craint pas de dire que les choses désagréables, on ne souhaite pas les entendre, mais que c'est une première nécessité d'enfoncer le clou le plus souvent possible. De ne pas laisser les optimistes prendre le terrain. Alors, je vais vous montrer, je vais vous lire. Alors, on y trouve... Ah oui, il y a une autre affaire aussi. Il y a une autre affaire une autre chose qui m'a passablement amusé. C'est qu'il est très... C'est par là, d'ailleurs, que j'ai eu envie non pas de renouer avec lui, parce que ma connaissance de Renaud Camus, elle est très, très, très parcellaire. Le personnage public aussi, peut-être d'une certaine manière, porte ombrage à l'auteur. Et j'ai lu quelques-uns de ses journaux il y a passablement longtemps. Et je l'avais perdu de vue. Je l'avais perdu de vue. D'ailleurs, c'est un genre que j'aime beaucoup. Je me demande même si c'est pas le genre que je préfère, les carnets, les journaux. Cette écriture, c'est difficile à dire dans son cas que c'est une écriture inconsciente d'elle-même, non, parce il est écrivain par toutes les pores de sa peau, et il se voit écrire également. Il ne peut pas imaginer, d'ailleurs son journal, qui s'écrit au jour le jour, on peut y avoir accès via sa plateforme, moyennant un léger abonnement. Et donc, j'ai perdu le fil de mon idée. Ah oui, voilà, il est très, très, très actif sur les réseaux, en particulier sur Facebook. Je ne lui ai pas fait de demande d'amitié, sans doute ne lui en ferai-je pas une non plus, pour cette simple et unique raison, c'est que je ne sollicite jamais les gens sur mes diverses plateformes. Jamais, jamais, jamais. Je juge que si on me trouve et qu'on pense que cela peut être intéressant, plaisant ou amusant, que sais-je, de me suivre, eh bien, je suis ravi. Mais de faire du recrutement, ça me gêne beaucoup. Et ce qui me gêne beaucoup chez certaines personnes actives sur les réseaux, c'est que, oui, ils font du recrutement et parfois, bien souvent, quelques minutes à peine après m'avoir adressé une demande d'amitié, on m'invite à aimer la page. Alors, on m'invite à devenir un client, en quelque sorte. C'est dans la nette étiquette, ça m'apparaît à revoir. Ça m'apparaît une sorte de marque d'incivilité. Mais M. Renaud Camus est régulièrement, violemment pris à partie sur sa page Facebook. Alors, il semonce ses opposants en leur envoyant des mises en demeure. Alors ici, je suis partagé, et il relate aussi que ses proches, ses amis, l'invitent à ne pas tenir compte de ces attaques. Mais lui, il juge qu'il ne faut pas laisser passer une insulte, et il répond. Il répond par des mises en demeure, et de ce que j'ai pu constater jusqu'à présent,
les rétractations se font. Et les gens finissent par lui supprimer le commentaire ou lui offrir de plates excuses qu'il, généralement, s'empresse aussi d'accepter. Alors, ses procureurs ne chôment pas avec lui. Alors, comme je vous dis, ici, je suis partagé. Moi, j'aurais tendance à dire, bon, bah, laissons-les blablater. Mais il ne l'entend pas de cette manière. Alors, mais même ça, il y a quelque chose d'un peu... franchement amusant de voir... c'est un bel acharnement, en tout cas, à se défendre. Mais c'est doublé aussi d'une grande liberté d'expression que d'aucuns pourraient ne pas apprécier, il va sans dire. Mais je pense que ça aussi, ça va ensemble. Il s'est autorisé le droit de s'exprimer librement, mais si cela déborde en insulte ou en anathème, il se réserve le droit de se défendre autrement, c'est-à-dire par la voie légale, la voie des tribunaux. Forcément, dans une époque où le duel est proscrit depuis un bon moment. D'ailleurs, j'ai dans ma bibliothèque un livre sur le duel, que j'ai dû vous en lire peut-être l'année dernière, peut-être. Un pavé sur les règles du duel, la convocation des témoins, le choix des armes, qu'est-ce qui est une offense, qu'est-ce qui est une petite offense. Et le titre de l'ouvrage, c'était, ouais, j'ai fait une vidéo, c'est sûr, là-dessus. La science du point d'honneur. Alors, quel merveilleux titre. Et c'est vraiment une brique. C'est fastidieux, mais dans cette époque, évidemment, étant un grand amateur de tradition et de mœurs chevaleresques, il est évident que les tribunaux, c'est une manière aussi de convoquer quelqu'un en duel. Si vous avez je mets entre parenthèses, entre guillemets, le courage d'aller déblatérer, dénoncer un certain nombre d'énormités, et que vous jugez que vous puissiez le faire en toute impunité, eh bien, il est possible qu'un rappel à l'ordre légal calme et tempère les ardeurs injurieuses. Parce que c'est facile aussi d'insulter les gens. C'est très, 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 très facile. Mais quand on reçoit une lettre d'avocat, ça devient plus compliqué. Mais pour ma part, bon, c'est pas la stratégie de défense que j'utiliserais, mais je trouve assez piquant, en tout cas. Est-ce qu'il est conscient de la drôlerie? Je dirais que oui, parce que c'est, comme je vous disais hier et tout à l'heure, j'ai repris contact, si on veut, avec les écritures de Renaud Camus par ces tweets qui sont construits comme des aphorismes. Alors, évidemment, c'est 140 caractères, c'est court, ça oblige à la précision, c'est extrêmement calibré et c'est d'une extrême drôlerie. Alors, je présume bien que cet homme-là, qui est capable de fabriquer de petites bombes qui font exploser le sens commun, est capable d'autodérision. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé aussi? Bon, je vous disais la qualité de son écriture, le fait que ça soit un passiste, un amoureux éperdu de la France. Et il nous transporte aussi dans cette France. Hein. Il a commis plusieurs ouvrages sur diverses villes de France. Je pense qu'il a parcouru, il a pris des photos. Une espèce d'anthropologue mélancolique d'un monde en train de disparaître. Et lui-même se voit disparaître, se voit finir au milieu de ces choses finissantes. Et cet amour malheureux, cet amour déçu, cet amour contrit,
eh bien, ça me touche ça aussi. Je me sens un peu comme ça. Je sens que... Mais il ne faut pas trop désespérer aussi parce que je vois de jeunes personnes qui s'attachent à certaines formes jugées dépassées par le plus grand nombre, mais à qui ces formes, ils, euh, ils, euh, ils y tiennent d'une certaine manière. Ils ont la nostalgie, eux aussi, des choses qu'ils n'ont pas connues, des choses évanouies, des choses disparues, mais qui, dans leur espace imaginaire, offrent des possibilités d'utopie. Parfois, il faut puiser dans le passé pour pouvoir accepter certains éléments intolérables de notre présent et puiser dans le passé aussi pour avoir la capacité de se projeter dans le futur aussi. Non pas toujours à titre d'exemple ou de mise en garde, mais de ce qu'il y a de bon et de ce qu'il y a de bien. Et parfois, comme un membre amputé, on ressent une douleur fantôme. Voyez? On se doute, on a perdu depuis longtemps l'usage d'un de nos membres, mais on sent ce membre-là encore animé d'une sorte de vie fantomatique, mais ça peut être la même chose aussi au niveau des rêves, au niveau des désirs disparus dont on ressent l'élancement, des, des images rêveuses évanouies dont on reçoit parfois encore l'éclat lointain. Et on en éprouve à la fois un peu de tristesse, mais aussi également le bonheur d'être triste. Vous voyez ce que je veux dire? Le bonheur d'éprouver de la mélancolie. Et pour éprouver de la mélancolie, peut-être faut-il euh, arpenter des landes soumises à des bourrasques, ou encore errer dans des ruines de châteaux qui sont soumis eux aussi à un soleil éclatant, conférant aux ruines une lumière quasi surnaturelle. Alors, il y a cette poésie aussi chez Renaud Camus. Alors, je sais, c'est une vidéo risquée, hein, mais ça aussi, moi, personnellement, j'ai cessé d'être un lecteur idéologique. J'ai cessé, à quelque part, j'ai abandonné toute idée de cohérence. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est l'écriture. Ce vieux mot qu'on appelait autrefois le style. Et ça, c'est ça qui m'intéresse. En fait, je vous dirais les idées ou des opinions politiques, voire même des convictions politiques, ou même l'absence totale de convictions politiques. Je vous dirais c'est plutôt banal, tout le monde en a. Mais la capacité à faire vibrer la langue, la capacité d'offrir des mots qui donnent à rêver ou qui donnent à méditer ou qui nous apportent ailleurs. Ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est ça le travail de l'écrivain. Et j'aurais envie de dire à Renaud Camus qu'au fond, son vrai pays, qui est un pays imaginaire, hein, c'est une France fantasmée, c'est une France idéalisée. J'aurais envie de rajouter aussi, c'est la France éternelle. Mais j'aurais envie de dire à Renaud Camus, au fond, le vrai pays d'un écrivain, c'est sa langue. Mais il est évident que si cette langue, elle est mise à mal par un usage intempestif d'une langue étrangère qui vient modifier sa structure, qui vient interrompre son chant ou qui la transforme en quelque chose d'hybride qui n'est pas du métissage, mais qui est une sorte de corruption. Alors c'est sûr que ce pays massacré, et puis c'est possible qu'on ne n'y sente pas bien
dans ce pays sans bon sens, dans ce pays où les mots n'ont plus tout à fait leur sens initial. Je vais vous retrouver le passage sur les éoliennes. Ça va être tout pour aujourd'hui. Oui, hier, je vous ai parlé de Luc de Lys, on sait bien, on a bien rigolé. Alors, voyez ce qu'il dit à un moment donné. Toute phrase n'est guillemotée. Hein? Voyez, toute phrase n'est guillemotée. La syntaxe elle-même est une paire de guillemets. Voyez, une phrase comme ça, c'est formidable. Cette idée doit vraiment m'être consubstantielle, car sa plus ancienne formulation remonte en moi à l'enfance. Je veux des opinions qui passent et je pourrais les prendre comme des autobus. Hein? Je veux des opinions qui passent et je pourrais les prendre comme des autobus. Ça, c'est quelque chose aussi. Hein? Au fond, on s'accroche pas à nos opinions. Comme disait l'autre aussi, vous n'aimez pas mes opinions, c'est pas grave, j'en ai d'autres à vous proposer. On va avoir une sorte de désinvolture par rapport à nos opinions, auxquelles on tient aussi. Hein. Je veux vous retrouver ce dernier passage. Là, il parle des éoliennes. Le jour, comme elles sont loin, on arrive à les oublier un peu, je suppose. Mais cette journée de promenade fut si belle que nous nous sommes beaucoup attardés sur ces confins de la Combraille et de l'Artense, du côté de Prondine et de Tortebesse, à l'ouest de Rochefort-Montagne. Nous étions encore à Heume, l'église, que déjà il faisait nuit, malgré les jours qui allongent, et nuit noire à Briffon, ou à Saint-Julien, puis Lavèze. C'est alors que l'horreur des éoliennes se révèle dans toute sa monstruosité. On s'avise qu'il n'y a plus de nuit. Chacun de ces monstrueux pylônes à palans, dressés au-dessus des forêts et des landes, sur les hauteurs, est doté de 7 ou 8 luminions très rouges qui clignotent implacablement de seconde en seconde. Même dans les déserts, on est face à eux, plus en ville que dans n'importe quelle ville, plus écrasés par le siècle, mieux soumis à la masse et à ses hypostases diaboliques, moins individus, moins hommes, et moins femmes, je présume, moins êtres. À aucun moment la tyrannie, qui veut l'homme en bidon, liquéfié, réduit à quilla, interchangeable à merci, n'est davantage sensible, ce qui est signifié brutalement à l'espèce. Là, ce n'est pas seulement le départ définitif des dieux, l'éradication de la nuit, l'ablation de la poésie, la suppression de tout recours, l'abolition de toute transcendance physique, spatiale, localisable, géographique, humaine. C'est la pire des absences, la plus ravageuse pour l'âme et pour l'esprit, l'absence d'absence. Âmes qui vivent, Renaud Camus. Merci, mais à demain pour la suite.